Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc on continue avec notre journée thématique dans le cadre du mois de la bio. Cet après-midi, ça va être plutôt thématique avec une surface plus importante et puis des engrais verts, mais on verra également d'autres choses différentes. Donc je laisserai Eric présenter son exploitation. Merci, Jonah. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Je fais un petit historique rapide pour que vous compreniez un peu le contexte. Donc Eric et Caroline, on est installés depuis 2006 sur une petite ferme de 30 hectares qui était en monoculture de maïs au départ. Et donc on a tout de suite converti une partie des parcelles. Et donc on a mis 10 ans à convertir la totalité de la ferme. Parce que pendant 10 ans, on a fait beaucoup d'échanges pour essayer de regrouper et donner un peu de cohérence dans le travail. Donc aujourd'hui, tout est en bio. On a un système orienté légumes maraîchage. Aujourd'hui, on a 35 hectares de légumes avec 1,5 hectare de surface couverte. On a une vente essentiellement orientée vente directe qu'on complète avec une vente aux grossistes. On a un distributeur automatique et on a un petit magasin qui est ouvert 2 jours par semaine. Voilà pour le cadre. Donc par rapport à la thématique du jour, donc les engrais verts, donc nous on a... Déjà je pense qu'il faut qu'on parle un peu de nos sols. Donc on est vraiment sur des sols... Donc la région naturelle c'est le ride, mais on est sur des sols rides et en même temps sur des sols plaines de l'île. On est un peu entre les deux, quoi. La particularité pour nous en légumes, c'est qu'on a des taux d'argile qui sont quand même assez élevés, donc c'est assez difficile à travailler, surtout en début de conversion. Après avec le temps ça s'améliore, et l'avantage c'est qu'on a une grosse réserve hydrique, jusqu'à 90 mm de réserve dans le sol. Donc on a en termes de réserve, on est vraiment bon, quoi. Et en plus on a de l'eau sous nos pieds à foison, donc là on a vraiment ce gros atout. Et la deuxième chose, c'est le taux de matière organique. Malgré la monoculture de maïs, on est quand même sur des taux assez élevés. On était à la base sur des taux assez élevés, corrects on va dire. Et donc voilà, on est vraiment parti sur une base agronomique qui était plutôt sympathique. On avait juste ce taux d'argile très élevé qui a un avantage, mais en même temps qui a un inconvénient pour le travail du sol et la récolte des légumes, surtout en automne. Voilà. Donc à partir de ce constat-là, on a tout de suite, comme beaucoup de bio, mis du compost. Donc essentiellement au départ du fumier de cheval et de bovin. Et maintenant on a la chance d'avoir un collègue qui est en porc bio, donc on récupère aussi beaucoup de fumier bio, on composte également. Donc ça c'était la première chose qu'on a commencé à faire et qu'on continue à faire chaque année. Donc on essaye de mettre du compost au moins sur la moitié de la surface tous les ans. Et très vite on a compris que ça ne suffisait pas pour avoir des conditions de sol idéales. Et donc on a rapidement embrayé sur des engrais verts. Alors on a commencé avec des engrais verts de Févrole. Et ensuite on a essayé d'autres engrais verts, essentiellement des mélanges avec des céréales. Donc il y avait du triticale, des pois, des vesses. Enfin, voilà, on a essayé pas mal de choses et on est revenu à la Févrole. Parce que c'est quelque chose qui marche bien chez nous. On fait toute notre semence de Févrole, donc c'est aussi, pour le plan économique, c'est quand même plus intéressant. C'est une culture qui s'implante un peu tout le temps. On a pris des variétés, on vient de changer de variété justement, qui résistent un peu plus au froid, qui passent l'hiver. Donc ça veut dire qu'on peut les semer encore, même maintenant, on peut encore en semer. Elles vont passer l'hiver sans problème et elles vont être en place au printemps. Donc voilà, la Févrole, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent pour nous, en termes de calendrier. Donc ça pousse assez vite. Les févroles elles font rarement moins d'1 mètre quand on les retourne, donc c'est quand même des masses végétatives hyper intéressantes. On avait fait des pesées à l'époque avec Planète Légumes, avec la méthode Merci. Et on arrivait à des restitutions super intéressantes. Donc on est resté là-dessus aussi parce que derrière l'engrais vert de févrole on évite de labourer. Et comme c'est très riche en cellulose, ça se dégrade en fait très vite. Et ça nous permet de pouvoir biner les légumes qu'on implante tout de suite derrière la févrole.
Ça c'est un point très très important parce que quand on avait des mélanges à base de céréales, c'est plus ligneux, surtout si on laisse vieillir l'engrais vert, c'est plus ligneux et ça nous posait des problèmes de binage. On n'arrivait pas, ça pourrait, ou dans les RC-Tri ça pourrait. Alors que la févrole, au bout de quelques semaines après la destruction, voilà, ça se délite très rapidement. Et puis bon, après il y a l'avantage de l'azote qui n'est pas négligeable, surtout aujourd'hui avec l'augmentation du prix des engrais. Voilà, on arrive à réduire nos quantités d'azote en engrais organiques. On arrive à les réduire de manière conséquente depuis qu'on a généralisé cet engrais vert sur la ferme. Donc on a une févrole quasiment partout une fois dans l'année, soit avant les cultures, soit après les cultures. Aujourd'hui c'est vraiment... L'engrais vert de févrole, il est géré comme une culture. Donc on l'implante pas à la volée, on l'implante en travaillant le sol correctement, on l'arrose pour qu'il lève, si ça lève pas on l'arrose. Il est semé dense? Il est semé très dense, entre 250 et 300 kg hectare, donc c'est le double d'une culture de févrole qu'on va récolter. Quand on la récolte, c'est 120 kg. Et volontairement, on le fait dense pour que ça couvre les mauvaises herbes. Et si ça suffit pas, on passe même la RC-Tri dedans. On s'en occupe vraiment comme une culture, pour que ce soit réussi, parce que c'est la base. Du coup, quand vous parlez févrole, vous avez dit variété hiver, c'est-à-dire c'est... Ouais, donc on avait Divine, je sais pas si quelqu'un connaît Divine. Donc ça c'est plutôt une variété de printemps qui -5, -6, elle aime pas trop, donc elle passait pas bien l'hiver. Donc là on a changé. Alors, par contre je n'ai pas retenu le nom de la variété. Mais là on est sur une févrole qui résiste à -10. Donc avec les hivers qu'on a qui sont de moins en moins froids, bah, ça passe à tous les coups maintenant. Voilà. Du coup ça veut dire semer profond? Ouais, 4-5 cm quand même, ouais. Mais pas non plus 20 cm parce qu'on veut que ça lève rapidement. Donc on sème, on la roule pour qu'il y ait un bon rappui du sol. On fait vraiment comme une culture de vente, quoi. On veut vraiment qu'elle soit réussie. Pour les tunnels, on en parlera après parce que là c'est un peu différent notre raisonnement. Donc suite à l'implantation systématique des engrais verts de févrole, on a poussé encore notre raisonnement et on a introduit de la luzerne dans notre rotation. Donc on a grosso modo 3 ou 4 hectares de luzerne par an, enfin, qu'on a en place en permanence sur l'exploitation, et on les garde à peu près 2 ans. On essaie de les garder que 2 ans. Au départ on les gardait 4 ans et on la vendait sur pied à des éleveurs. Et une luzerne de 4 ans ça finit quand même par se salir un petit peu, en graminées surtout, et c'est assez dur à détruire. Parce qu'elle a des racines qui descendent, on a déjà fait des profils... On retrouvait encore des racines assez conséquentes à 1,50 m de profondeur. Donc pour détruire des luzernes, c'est pas évident si elles sont vieilles. Donc là maintenant on est passé sur 2 ans et on ne vend plus la luzerne, on la fauche et on la restitue au sol. Donc pour les mêmes intérêts que je vous ai donné tout à l'heure, voilà, l'idée c'est d'améliorer la fertilité mais aussi le travail du sol. Grâce à cette luzerne, ça se travaille beaucoup plus facilement. Et derrière, quand on fait une carotte ou une pomme de terre, les conditions de récolte elles s'en ressentent, la fertilité globale elle s'en ressent. Et pour nous c'est très positif. Ça apporte de l'importance. Ouais, c'est ça, ça apporte de l'importance, ça structure le sol. Et du coup elle est détruite comment? On a acheté un broyeur frontal devant le tracteur et on passe 4 fois. Donc on fait comme une culture de luzerne qui est destinée à l'élevage, mais au lieu de l'exporter, on la laisse au sol. Donc on la broie, tout simplement. Mais détruite. Ah, détruite au bout des 2 ans. Cette année on a fait 2 coups d'actisol croisés et on va la labourer. Et ça allait très très bien. On voit déjà que le travail il a marché, quoi. Et donc ouais, on la restitue, et parce qu'une luzerne, si on l'exporte la luzerne sur 4 ans, en unités de potasse, c'est quand même énorme. Ça doit être de l'ordre de 500 unités je pense exportées. On a des luzernes qui sont à 12 tonnes de matière sèche, donc c'est des belles luzernes. Bah voilà, déjà au niveau de la potasse, on ne l'a pas exportée déjà, elle est restée là. Et en plus on est même allé la chercher très loin dans le sol, et on l'a même remontée à mon avis un petit peu, quoi. Donc au niveau de la potasse c'est énorme l'effet. Et puis en azote, l'année prochaine par exemple on va faire un céleri derrière la luzerne, on mettra 0 azote. Et on va faire 50 ou 60 tonnes hectare. Donc voilà, l'idée c'est de viser une certaine autonomie en engrais et en fertilisant derrière, quoi. Voilà, on va éviter d'acheter les engrais. On a déjà réduit de 30% l'année dernière, on va essayer de réduire encore de 30% cette année.
Et voilà, l'idée c'est d'être un peu autonome, sachant qu'on a quand même le fumier qu'on apporte dans notre ferme puisqu'on ne fait pas d'élevage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Quoi comme type d'analyse de fertilité par exemple? Au départ, je faisais des analyses SADEF classiques et maintenant je n'en fais plus. Parce que. Ouais, et puis l'analyse, si tu fais une analyse à l'eau ou à l'acide, enfin voilà, il y a tellement de manières, il y a tellement de visions de. Moi, ma meilleure analyse, c'est ce que je vois l'année d'après ou les 2-3 années d'après en travail du sol, enfin, je le vois, hein, je vois bien mes rendements. Il y a des analyses qui sont très mauvaises sur le papier et puis ma parcelle elle donne à fond quoi. Alors je me dis bon. Ou l'inverse, il y a des fois des analyses, on dit bah, le sol il est bien pourvu, tout est dans le vert et puis c'est jamais. Voilà. Moi je suis de plus en plus dans le visuel et dans le constat de terrain quoi. Si ma févrole elle se développe super bien, je sais déjà que je suis bien parti. Après ça fait pas tout mais c'est quand même c'est ma base quoi. Ouais. Je suis revenu sur des raisonnements beaucoup plus simples. Sur la févrole on peut écouter des gousses. Ouais bon en général on la retourne avant qu'elle dégousse. On la broie, ce qu'on la broie hein, la févrole, à floraison. Fin floraison. Broyeur, vous utilisez quoi? En broyeur à fléau tout simple. Ouais. Et donc on évite de labourer derrière la févrole. Au printemps. Donc toutes les carottes, donc on a 7 hectares de carottes, tout est fait derrière févrole sans labour. Donc on broie, on passe 2 coups d'actisol et ensuite on forme nos buts. Et on a des bons résultats. Voilà. Ça porte pas trop la carotte? Mais l'actisol on le descend. Hein. Ouais. On travaille pas, enfin je veux dire on retourne pas le sol en fait, c'est ça que je veux dire. On retourne pas le sol, on prend pas de charrue, on laisse tous les débris en surface. Par contre on fissure quand même. Hein. On fissure. Et après on travaille quand même avec une herse, donc une herse rotative ou un cultirato, donc ça mélange quand même. Mais on n'a pas fait comme ça quoi. On n'a pas tout retourné radicalement. Et la description de la luzerne, ça fait tout à l'automne ou au printemps? les deux. Le cédric qu'on va mettre en place en 2023, la luzerne a déjà été détruite il y a un mois. On a déjà passé 2 fois l'actisol dedans. Et on va labourer, là dès qu'on peut aller labourer, on va labourer, mais on va faire un labour léger de 20 cm maximum. Et après au printemps, comme le céleri on le plante quand même fin mai, voire même maintenant un peu plus tard, même début juin, on a fait du céleri début juin cette année qui fait plus d'1,5 kg. Donc ça marche même tard, hein. Ça pousse en automne en fait le céleri. Donc ça va nous laisser aussi du temps pour refaire des faux semis, pour vraiment bien détruire notre luzerne. Ouais c'est ça, du coup il y a le risque de perdre aussi un peu d'éléments durant l'hiver. Ouais, c'est sûr, mais si je prends le risque de la détruire au printemps, c'est trop dangereux. J'ose pas. J'ose pas. Un petit test? Non. Non, enfin, j'ai l'impression que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a bien marché, donc on peut faire des tests, mais on va en faire d'autres, notamment sur le céleri. On va par exemple semer on réfléchit pour semer du sarrasin, là au printemps, derrière la luzerne. On va faire un test d'1 hectare de sarrasin, parce qu'a priori, il y aurait on change un peu de sujet, mais il y aurait un effet allélopathique qui limiterait la germination des mauvaises herbes. Donc on va faire un sarrasin de 2 mois et demi et on va planter le céleri dedans. Et on va comparer cet essai-là avec une conduite classique, celle que je vous ai donnée avant, pour voir s'il y a plus de mauvaises herbes d'un côté ou de l'autre. Voilà, on fait des essais de cet ordre-là, mais détruire la luzerne au printemps, je ne me tenterai pas. Parce que enlever une luzerne dans une culture de légumes, c'est chaud. Ça fait des racines, il y a des racines qui sont grosses comme le pouce. Donc si on les a pas déjà un peu mixées en automne, c'est difficile. Du coup j'en étais où? C'est plus ce que je vous disais. Les apports d'engrais, c'est quoi alors? Donc notre base c'est le compost, l'engrais vert, et ensuite on utilise essentiellement du phénix. Parce que le ratio, c'est du 6, 8, 15. C'est très polyvalent suivant les cultures, donc on n'a qu'un engrais en fait. On suit là partout et on varie la dose. Mais ça descend vraiment, on est vraiment sur des petites doses. Hein. Cette année on avait 50 unités d'azote sur du céleri alors que les conventionnels ils en mettent 200 quoi. Et on fait plus de 50 tonnes à l'hectare, donc vous voyez c'est vraiment la fertilité du sol qui fait la différence. Hein.
Donc là je disais les destructions, là je parlais de destruction de printemps, donc c'est essentiellement pour la carotte, le chou et les courges. Donc il y a 2 coups d'actisol, herse rotative, plantation. Voilà. Et ça marche très bien. Quelques années on fait ça, on est vraiment très content. Et par contre les destructions d'automne pour les cultures précoces du printemps, on sème les engrais verts de Févrole au plus tard au 1er août pour pouvoir les détruire en novembre. Et en novembre ils sont comme ça, hein. Donc, il faut qu'il y ait de la masse quoi. Donc ceux-là pareil on les broie, par contre ceux-là on les laboure parce qu'on fait nos buttes dans la foulée. Nos buttes sont déjà faites pour le printemps. Donc là on est obligé de labourer parce que sinon on n'arrive pas à faire nos buttes. Mécaniquement on n'y arrive pas pour l'instant. Là il y a juste ce bémol là, la destruction elle est un peu différente. On fait des buttes, des belles buttes comme des grosses buttes à pommes de terre. Et on va planter les choux précoces par exemple en semaine 9 ou on va même semer des carottes en semaine 8 ou 9 directement sur la butte sans retravailler le sol. L'idée c'est d'avoir moins de mauvaises herbes. Si on ne travaille pas le sol au printemps, il y a quand même moins de mauvaises herbes. Même en mettant un P17, ça lève beaucoup moins. Et en plus on a vraiment le bénéfice, si on a du gel, bon on en a quand même toujours un petit peu, on a vraiment le bénéfice du gel sur les buttes. Le bénéfice il est beaucoup plus flagrant que si notre sol il est aplani. Voilà. Je disais tout à l'heure, on a des sols très argileux, donc si on fait pas cette technique-là, si on fait un labour classique ou qu'on fait une reprise au printemps, forcément on a du mal à casser les mottes. Et en plus on fait lever quoi, on fait lever de la mauvaise herbe. Donc là dans notre cas de figure, faire les buttes maintenant, laisser passer l'hiver dessus, ne plus du tout retravailler le sol, semer ou planter directement sur les buttes. Il y a beaucoup de cultures sur butte alors? Comment? Il y a beaucoup de cultures sur butte? Plus de la moitié ouais maintenant. C'est pour réchauffer le sol ou c'est... C'est surtout pour pas avoir à le travailler et s'il est plat, on est obligé de le reprendre. Par contre, s'il est en butte, ouais, il se réchauffe mieux, il s'aère mieux, la structure elle est géniale. Et en même temps, la surface, si elle a gelé, elle est vraiment grumeleuse, donc on peut semer directement dedans. Donc au printemps, c'est un passage, le semoir, c'est tout, ou la planteuse. Donc butte c'est quoi? C'est des buttes d'asperges ou... Non, c'est des buttes à pommes de terre. Et l'autre avantage, mais là il est vraiment pratique, c'est que en novembre, si on se débrouille bien, on a un peu le temps de faire tout ça. En mars, on n'a pas forcément le temps parce que justement on fait des asperges. Il faut buter les asperges, il faut mettre les P17 partout. Enfin, voilà, donc au moins le travail du sol il est fait. On ne se pose pas de questions, il est fait. Voilà, maintenant les engrais, on peut peut-être passer aux engrais verts dans les tunnels. Ça marche tous les ans? Même d'une année très pluvieuse? Ça fait 4-5 ans que je le fais. Alors il y a une année où ça n'a pas marché, parce que j'ai fait mes buttes trop tôt. C'est fait au mois d'octobre et alors ça s'est sali en mouron. Alors là j'espère qu'il fait quand même encore un peu doux, j'espère que ça va pas trop se salir. Mais volontairement je pousse le plus loin possible, c'est-à-dire mi-novembre, fin novembre. Voilà. Après j'ai le risque de ne plus pouvoir les faire parce que c'est trop mouillé ou trop gras ou alors voilà. La févrole semée en août, elle se salit pas? Si elle est à 250-300 kg l'hectare, il peut y avoir un ou deux kilopodes, mais non, c'est vraiment pas préjudiciable. Sous tunnel, on a essayé les légumineuses, ça marche pas du tout. Ceux qui veulent essayer, n'essayez même pas, ça marche pas. Il fait trop chaud. La légumineuse elle a déjà du mal à lever et même quand elle est levée, il fait trop chaud, ça supporte pas les 40 degrés quoi. Donc là on a trouvé un truc qui est vraiment génial, c'est le sorgho. Donc c'est du sorgho fourragé, chose que les éleveurs utilisent là pour ensiler. Donc ça coûte pas très cher, ça pousse très très vite, ça peut faire 2 mètres en 5 semaines. Ça lève à tous les coups, ça adore la chaleur et par contre il faut beaucoup l'arroser, mais sous tunnel il n'y a pas de problème, on peut l'arroser à donf. Et donc au bout de 5 semaines il est comme ça, on passe un coup de broyeur, si on n'a pas besoin de planter dedans, on le laisse repousser, il refait, il remonte. 5 semaines après il fait de nouveau 1,50 m, donc en termes de masse c'est génial. C'est vite implanté, ça pousse tellement vite qu'il n'y a pas de mauvaise herbe. Enfin, c'est le truc, pour nous c'est le truc qu'on ne changera pas, quoi. Ça fonctionne. Et donc on le met uniquement en été parce que c'est le seul moment où dans les tunnels on a un peu de place. Voilà, les tunnels chez nous c'est surtout pour les cultures d'automne, d'hiver et de printemps. Voilà, en été, les gens ils sont partis en vacances, donc forcément on fait des tomates, des aubergines, des poivrons, des concombres, mais voilà, tout n'est pas rempli. Donc on a à peu près un quart de notre surface
qu'on met en engrais vert. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, il y a un engrais vert partout en tunnel. Et c'est un engrais vert, il y a de la masse, quoi. C'est vraiment intéressant. Et après, en plus, il a un système racinaire qui se développe vite et qui fait une super structure. Voilà, donc ça piège les éléments, le sol il n'est pas nu, enfin tous les avantages de l'engrais vert, quoi. Donc là, on n'est pas sur une légumineuse, on est sur une graminée. Et en mono sorgho du coup, où il y a des mélanges? On a essayé des mélanges, mais on est revenu sur du sorgho simple. Quoi comme densité? Je saurais pas te le dire. Il faudrait que je mesure, parce que maintenant mon semoir il est réglé, j'y touche plus, j'ai dû le faire une fois, mais c'est au moins 2 ou 3 fois la densité préconisée. Hein. Mais bon, sur des surfaces de tunnel, on s'en fiche. Enfin, le prix, ça me coûte pas 20 € par tunnel, hein, donc c'est rien, quoi. Le bénéfice il est réel, quoi. Là, Vous semez comment? j'ai fabriqué un semoir pour le semer. J'ai modifié un semoir à céréales que je mets derrière un petit tracteur. Je le sème bien, je le roule bien, je l'arrose bien, c'est une culture, quoi. Essayez quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, on a essayé de la veste, c'était avec Planète Légumes, on avait tout un protocole, on l'a fait 2 ans de suite, et c'est toujours le sorgho qui était le mieux. Et il y a encore un article dans Fruits et Légumes, je ne sais pas si vous êtes abonné, qui parle du sorgho, et bah, c'est les mêmes conclusions dans le sud de la France, on a tous un peu les mêmes conclusions. Le rapport coût, masse produite et facilité d'implantation, c'est le sorgho, quoi. En plus, si vous faites attention de ne pas le broyer trop tard, ça ne se ressème pas. Une fois qu'il est détruit, il repousse pas. Donc c'est vraiment confortable comme culture. On avait essayé le moa, enfin des cultures un peu tropicales, mais c'est vraiment ça qui passe le mieux. Ça veut dire irriguer, ça veut dire quoi? Arroser son tunnel, ça veut dire toutes les semaines? Ouais. Toutes les semaines, au moins 20 ou 30 mm. Ah, vous imaginez en 5 semaines, 2 mètres? C'est énorme. Vous n'avez pas de pression d'irrigation ici, on n'a pas trop parlé, mais... Non, ici on a de l'eau, donc on a l'eau sous nos pieds à 1 mètre, partout. On est vraiment sur la nappe. T'as dit, ouais, vous aviez une grosse réserve utile. Alors déjà on a 90 mm de réserve utile, donc on peut déjà se permettre d'aller arroser quand à la Harte, ils en sont déjà au 5e tour, nous on n'a pas commencé. Et après on a de l'eau autant qu'on veut, c'est notre avantage, ça c'est sûr. Bon, aujourd'hui en maraîchage, je vois pas trop comment on peut faire autrement. À part peut-être sur sol vivant où là il y a vraiment besoin de beaucoup moins d'eau, mais il en faut quand même peut-être à un moment donné. Même, ouais. Cet été, celui qui n'avait pas d'arrosage, je sais pas s'il a réussi, quoi. Ou alors il faut une super compost d'Agrivalor. Mais non. Et derrière, c'est pour ça que je te dis. Hein. Il faut mettre 30 cm d'Agrivalor planté dedans. Enfin, voilà, quoi. On va mettre d'autant plus d'eau là. Ouais. Donc voilà, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Et il y a des engrais verts d'hiver pour les serres? Non, je peux pas parce que tout est plein. Ah oui, mais Presque tout. tout à l'heure, ouais. Il n'y a pas de rotation. Bah, à rigueur, l'hiver, on pourrait faire une févrole. Ça passerait, mais par contre, ça va être trop long. Ça va être trop long parce que là, j'ai des serres qui viennent de se vider, par exemple en aubergine poivron. Mais semaine 2, 3, 4, je vais déjà les remplir. Donc on est en 46. Donc on a juste 6 semaines. 6 semaines en hiver, on fait pas grand chose. Hein. La févrole, elle va être comme ça en 6 semaines, je pense que ça vaut pas le coup. Donc là, on fait plutôt de l'entretien de tunnels. Là, on va changer des bâches dans les tunnels qui sont vides. Il y a aussi ça, hein, faut le garder en tête, quoi. On a de l'irrigation des fois à modifier. Donc voilà, ces tunnels-là, on les bloque à ce moment-là. Ou alors on fait un faux semis, mais bon, ça marche pas des masses, mais on travaille, on arrose un peu, Ça nous laisse le temps aussi de pouvoir mettre nos composts, parce que dans les tunnels, on met aussi du compost. On est sur une base, le même compost qu'on met dans les champs, bovin ou porcin, mais c'est plutôt du bovin au tunnel, on préfère. Et après, on met de l'Agrivalor. Donc c'est quoi que j'achète C'est du 0 quoi 0,15. Alors on met ça. On met ça sur nos... En fait, on fait des buttes. On plante nos cultures d'été sur butte. Par contre, là, c'est des buttes à asperges. Des buttes comme ça. On met nos tomates, nos concombres, nos aubergines, nos poivrons sur des buttes. Et comme on veut pas trop mettre de paillage plastique, on met ce compost, on met 5 cm à peu près de compost sur le haut de la butte et on plante dedans. Du coup, on n'a pas trop de mauvaises herbes, on arrive à gérer comme ça dépend des années. Et puis là, au niveau structure, parce qu'ici on a encore plus d'argile que dans les champs, on a jusqu'à 50% d'argile. Donc là, au niveau structure, depuis qu'on fait ça, on est super bien, quoi.
fois qu'on a fini notre culture de tomates, on arrache tout, on passe un coup de fraise, c'est de la poudre. Le produit, là, le 0,15, il est vraiment bien pour ça, quoi. Et en plus, riche en potasse, donc au niveau potasse en tunnel, je pense qu'on va même arrêter d'en mettre. On va plus en rajouter, je pense que ça suffit largement. Même sur du concombre où il faudrait presque 500 unités de potasse, on y est presque avec le calcul qu'on a fait. Au bout de 2-3 ans, on pense que voilà, ça va tourner, quoi. Faut juste faire gaffe à la magnésie. Et même en azote, je pense qu'au bout de quelques années, là c'est la première fois cette année, je mets plus d'engrais organique sur les autres cultures. Donc je mets que l'engrais organique sur les tomates, aubergines, poivrons, que sur les cultures d'été. Et après, zéro. Après, je refais encore 2 cultures, je mets rien. On pourra aller voir, on a des super salades, on a des super chourras, enfin voilà ça. Ce produit-là, il est vraiment bien dans la durée. Les premières années, on se dit ça coûte cher. J'ai pas d'action chez lui. Au début, on se dit ça coûte cher, machin. Mais au bout de 3-4 ans, moi ça fait 3-4 ans que j'en mets, je suis vraiment content parce qu'il y a plein d'avantages, quoi. Et il faut après arriver à réduire le reste. Même au niveau de bovin, ça fait 2 ans que j'en ai pas mis ici. Sur les premières serres, qui ont déjà bientôt 15 ans, je mets plus de compost. Mais ce produit-là, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est tous les 2 ans ce compost? C'est à chaque culture d'été. Tous les ans? Ça dépend. Il y a des serres qui n'ont pas de culture d'été. Celui qui a l'engrais vert, par exemple, il n'a pas de culture d'été, donc il n'aura pas de compost. Et le compost bovin et porcin, il est fait comment? Je le composte moi ici. D'accord. Alors le porcin il est fait chez l'éleveur. Alors, ouais. Et il est retourné, on a un retourneur à compost. Et pendant combien de temps? Ça dépend. Des fois il est 1 an là, et puis des fois il est 3-4 mois. On le retourne au minimum 2 fois ou 3 fois. Minimum. Et après on mélange nos déchets de légumes avec. Et c'est un peu pailleux ou... Le bovin il est pailleux. Ouais. Alors on a un peu de cheval aussi du village. Le porcin par contre il est quand même moins pailleux, mais c'est de l'air paillé piétiné, quoi. Donc c'est vraiment déjà, quand il composte, ça va même pas très bien à composter parce qu'il n'y a pas beaucoup de paille. Et depuis cette année on rajoute des drèches de brasserie. Donc, on a un brasseur artisanal de Colmar qui nous apporte à peu près 80 tonnes de drèches. On a fait une analyse. C'est pas mal. Ça va très mal à composter. Parce que là justement il faut du pailleux. Par contre à l'analyse c'est pas rien, quoi. Il y a 4% d'azote, je crois on avait dit. Donc voilà, ça fait une base organique qui est pas neutre, surtout que c'est gratuit. Donc voilà, on le mélange à notre. En général on le mélange au fumier de cheval. Parce que c'est 2 opposés en C sur N. Donc on le mélange et ça donne un truc, on va voir, mais ça donne un truc qui a pas l'air mal. Voilà, l'idée c'est d'avoir des sources variées pour limiter le risque. Parce que la matière organique, ça va être une denrée rare. Donc voilà, on est content parce qu'on a déjà 4 éleveurs autour de nous qui nous apportent de la matière. On prend un peu chez un professionnel pour un truc un peu plus haut de gamme. Et du coup, on réduit l'achat d'engrais qui vient d'Italie, qui passe par des industries qui sont pas bonnes en bilan carbone. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée de fond, c'est de viser l'autonomie et la sécurité. On a modifié, le compost de bovin, on l'apporte en plein avant la plantation. Et le compost d'Agrivalor, déchets verts, on a modifié un épandeur pour le poser exactement sur la butte. On arrive à le mettre sur la butte et après un tout petit coup de râteau et on plante. Là on a modifié une machine. Alors on le fait encore en tunnel, on le fait encore sur fraise. Parce que la culture est quand même un peu longue. Gérer le désherbage sur une fraise, on n'a pas envie d'essayer, quoi. On le fait sur concombre, parce que le concombre il est arrosé presque tous les jours par le haut. Donc si on ne met pas de paillage, même le compost de déchets verts, l'herbe elle finit quand même par traverser. Et puis c'est tout. Aubergines, poivrons, on state, on fait un peu des deux. Mais tomates, il n'y a plus du tout de paillage, les salades, il n'y en a plus depuis 15 ans, enfin, on n'a jamais mis en fait. Et dehors, on a 0 paillage plastique, sauf sur la fraise. Ça fait aussi partie de notre objectif de réduire au maximum notre impact carbone, quoi. Même si c'est du biodégradable, c'est quand même fabriqué dans des usines qui consomment beaucoup d'énergie.
Et donc ouais, ça fait quelques années, enfin dehors en tout cas, on n'en a pas besoin. Franchement, on a essayé avec de la paille, on a abandonné tout de suite, avec trop de souris. Parce qu'il y avait sûrement encore un peu de blé dans la paille et catastrophe. On a essayé avec de la luzerne, ensilage de luzerne. Là c'était trop chronophage, trop dur à mettre en place, c'était trop long. Donc on faisait une couche de luzerne comme ça et on plantait, à l'époque c'était des concombres, on a essayé de planter des concombres dedans, c'était faisable, le résultat était pas mal, mais alors les heures de travail, on avait intérêt de bien réussir la culture après. Toujours ce risque, combien on met d'argent avant de commencer, quoi. Et nous on a décidé de pas faire ça, quoi. On a décidé de revenir un peu en arrière et voilà. Je suis parce que Marc Sickert, mon voisin, il le fait, on travaille beaucoup ensemble, donc quand la machine elle vient, on y est aussi. Personnellement, je pense que, enfin moi j'y crois pas dans nos sols. Trop, ouais. On a fait un super essai il y a 2 ans, avec un hiver un petit peu humide. La machine elle passait, le résultat était bien, mais le sol il était trop serré. La culture elle a trop souffert, ça n'a rien donné de bien. Ça n'a rien donné de bien et en plus ça s'est sali quand même. Et quand une parcelle se salit avec cette technique là, il n'y a rien d'autre que la main pour désherber et alors là économiquement ça passe pas. Si, sur des petites surfaces. Sur des petites surfaces, moi j'y crois, mais on a 2 hectares de choux, on va pas prendre le risque de faire 2 hectares comme ça. S'il faut tout désherber à la main, sur du chou on n'y passe presque pas à la main avec notre technique. Donc voilà, économiquement je pense que c'est pas bon. Après agronomiquement, le truc je le comprends, je suis assez d'accord sur le principe. Mais dans nos sols, ça marchera pas à tous les coups, quoi. Je crois pas. Je préfère faire mon engrais vert, le laisser le travailler en surface, planter dedans, dans l'esprit de pouvoir le désherber. Voilà, j'ai quand même, ma matière organique elle est quand même là. C'est mon raisonnement. Après, il est sûrement opposable, j'en sais rien, mais voilà, ma matière organique, je suis comme les autres, j'en veux quoi. Je veux de la matière organique, mais je la mélange, quoi. Moi je la mélange. Si, j'ai un déchaumeur à disque aussi. Je fais avec le matériel que j'ai, donc l'Actisol me va bien quoi. Dans mes terres. Il faut juste de la puissance, c'est juste dommage, quoi. Mais chez nous, avec plus de 40% d'argile, si on va pas un peu travailler en profondeur, la culture elle a quand même du mal à... Après ça dépend des conditions de l'année, mais elle a quand même du mal à vraiment s'implanter. Ça fait un mélange assez homogène pour des... Oui, de la févrole, oui. De la févrole, oui. S'il y a une céréale dedans, c'est difficile. La céréale, elle reprend toujours, quoi. Je vous entends pas. On a démarré à 2. Comme je fais plus d'analyse, je sais pas trop, mais je pense qu'on n'est pas loin de 3 aujourd'hui. Globalement, il y a des sols où il y a des sols où il y aura un peu moins parce qu'on les a passés en bio plus récemment ou alors on a mis moins de matière organique. Sur les 35 hectares, vous posez tout type de légumes ou vous avez des spécialisations? Comment ça? Certains qui... Il y a des parcelles où je peux pas... En fait, on est assez morcelé. Et on a des parcelles assez loin, jusqu'à 20 km. Donc évidemment, à 20 km, je vais pas aller mettre des radis et des salades que je récolte tous les jours, quoi. Je vais mettre plutôt... Je vais mettre par exemple des carottes. Et encore, c'est de moins en moins vrai. On ne fait pas que des légumes. On fait aussi du soja. Donc dans la rotation, on a intégré le soja donc sur 9 hectares. On a 5 hectares de blé. On a cette année 7 hectares de colza. Je peux aussi vous en parler parce que là on a fait un essai qui est intéressant, je pense. Alors le colza, pourquoi? C'est parce qu'on fait de l'huile de colza. Jusqu'à maintenant, on achetait notre colza chez un collègue du coin qui était en bio.
Et il a arrêté parce que c'est très technique, le colza c'est très difficile à réussir. Et donc nous on s'est dit bon bah nous on va essayer. Et donc on a semé le colza en août. Je fais juste une parenthèse, je vous explique juste ce qu'on a fait. On a semé le colza en août. Le problème pour réussir la culture c'est surtout les insectes, c'est le casse-croûte, parce qu'il faut quand même beaucoup d'azote pour faire un beau colza. Et c'est les insectes. Et donc le casse-croûte on a mis la dose de fumier de cheval qui titre quand même pas mal en azote. On a 2 années de soja avant, qui restitue aussi beaucoup. Et on a implanté une févrole associée au colza. Une ligne sur 2. Et on a implanté du lin, du trèfle. Enfin, voilà, on a je crois 5 ou 6 espèces différentes. Pour créer une confusion au niveau des charançons, enfin des insectes en général, des altises, enfin voilà, des méligettes au printemps. Donc, voilà, on a semé tout ça. Et bah aujourd'hui la févrole elle est comme ça. Le colza il est comme ça, il est dessous, mais il est là. Donc maintenant je pense qu'on va essimer la févrole. On va passer pour couper la févrole au-dessus du colza pour qu'elle s'arrête parce que sinon la lumière il en manque quand même. On a du lin qui est super beau, c'est tout bleu le champ, enfin, c'est magnifique. Et, a priori le colza pour l'instant il est beau. Enfin, l'automne est passé sans problème. On n'a pas de charançon, on n'a pas eu d'altise. Maintenant on va voir au printemps. Voilà, on s'amuse à faire des essais grandeur nature. Le but c'est de les mettre en rotation avec les légumes? Non, surtout pas. À cause du sclérotinia. Donc notre culture principale c'est la carotte. Donc la carotte elle est assez sensible au sclérotinia, donc c'est un champignon. Et les plantes qui sont hautes aussi du sclérotinia, c'est essentiellement le colza et le tournesol. Un peu les endives, on n'en fait pas, un peu les salades. Mais voilà, colza et tournesol, parce qu'on va aussi faire du tournesol l'année prochaine, on les met, ou en tout cas on laisse au moins 5-6 ans avant de remettre un légume. Et donc vous dites que c'est pour faire de l'huile. L'huile vous la transformez ici ou vous l'envoyez? Ici, ouais. On a une presse à huile. Le tournesol ce sera le même objectif, ce sera Oui, aussi pour les- ouais, on en fait déjà. Pareil qu'on a acheté à l'extérieur et qu'on va produire nous-mêmes. Il n'y a pas de céréales. 5 hectares de blé. Ah, pardon. Ouais. Donc ça par contre c'est dans la rotation légumes. Et ça, c'est pour faire des farines aussi pour ici? Non, on le vend à Herzog, à un moulin, le moulin le plus proche qui est en bio, 100% bio. Faut pas tout faire non plus quoi. Donc, et en plus on a un voisin qui fait Bah, déjà il de la fait- farine, oui, donc il a fait, Marc, ouais, ouais. donc c'est bien, on achète de la farine chez lui pour vendre à nos clients, ouais. Ça marche mieux comme ça. Il achète de l'huile? Oui, quand j'en ai assez. Ouais. Donc si vous calculez bien, 35 hectares de légumes plus tout ce que je vous ai dit là, ça fait à peu près 70 hectares. Donc on a 30 hectares à nous. Et le reste c'est que des échanges ou des locations précaires avec des collègues qui sont en bio. Voilà. C'est pour ça qu'on est assez éparpillés. Est-ce que vous faites des associations de culture? Bah, le colza là par exemple c'est clairement une association de culture. Par contre on va récolter que le colza en théorie. Et puis ça s'arrête là en association de culture. Dans le reste on est assez... comment expliquer, dans notre système il faut que tout aille vite. Et quand on commence à associer des cultures c'est un peu plus compliqué, surtout en légumes. Nous on est quand même très mécanisé. Donc si on associe c'est compliqué après à gérer derrière au niveau des récoltes. En rotation légumes? Comment? Rotation légumes? Rotation légumes, bah, on respecte juste les règles d'espacement entre les cultures. Une carotte minimum tous les 5 ans, une pomme de terre pareil, un chou pareil. Et après, je peux pas vous donner une rotation type parce que j'en ai pas. Ouais. Après, c'est en fonction de la taille des parcelles. Faut que ce soit cohérent. Je veux dire, je fais par exemple 3 hectares de céleri, bah, j'essaie de les mettre au même endroit. Donc, par contre, l'année d'après, si dans la parcelle de 3 hectares, j'avais 10 cultures parce que j'ai 1 hectare de radis, 1 hectare de haricots, etc. Je peux pas donner une règle. Ma règle, c'est vraiment, on espace les cultures de la même famille. Pas attaché à une rotation pour ça. Non, C'est ça, non, la règle. non. Après, il y a aussi la propreté des parcelles. Par exemple, je fais des oignons, je fais 3 hectares d'oignons, dont une partie en semi-direct. Bon, bah là, il faut vraiment que j'ai une parcelle propre pour faire ça. Donc voilà, là, la priorité pour l'oignon, c'est d'abord la parcelle propre. Donc c'est souvent après une céréale ou après une culture qui a été bien nettoyante. Mais ça va pas être après une patate où il y avait de l'herbe comme ça, quoi. Hors de question. Donc là, voilà, j'ajuste en fonction de l'année, en fonction de la situation de la parcelle. Là, j'ai une partie en zone inondable. Donc en zone inondable,
je mets pas. Enfin, j'ai déjà tenté par exemple de mettre des pommes de terre. J'avais une parcelle de pommes de terre de 3 hectares qui était sous l'eau le 27 mai. Donc ça voilà, c'est un truc que je fais plus parce que c'est trop dangereux, ça coûte trop cher. Par contre, je peux implanter une carotte au 14 juillet. Là j'ai plus de risque d'inondation et j'arriverai à la récolter normalement avant les inondations d'automne. Normalement, je l'ai fait, ça a marché. Voilà, là on a des petites particularités comme ça. Après j'ai aussi des terres sur la région de Munzenheim, là il n'y a que des cailloux, enfin plus de cailloux. Donc c'est pareil, on adapte un petit peu, on va peut-être pas aller mettre un chou par exemple. Un chou ça a besoin de profondeur, ça a plus besoin de profondeur. Ici on a vraiment des terres à choux, donc voilà, on compose avec tout ça. Hein. Mais la règle c'est vraiment l'espacement entre 2 carottes, entre 2 choux, enfin voilà, l'espacement des 4 ou 5 ans. Tout à l'heure tu disais que tu visais pas mal l'autonomie au moins en engrais. Est-ce que c'est pareil au niveau des plantes? Est-ce que tu fais tes propres semis Alors oui et non, donc je fais déjà mes semences, donc je fais mes semences de févrole. Là j'ai rarement acheté de la févrole sauf quand je change de variété. Mais ça fait 15 ans que je fais toutes mes semences de févrole. Ça représente quand même 30 hectares d'engrais verts de févrole, ça fait quand même 10 tonnes. Donc il y a une partie que tu laisses grainer alors? Donc je sème exprès pour ça. Oui. Ouais, que je laisse grainer, ouais. Mais c'est conduit complètement différemment. Je sème au monograine tous les 50 cm pour pouvoir le biner, etc. Donc ça je fais mes plants. À partir du moment où j'ai dépassé 10 hectares de légumes, j'ai été obligé d'arrêter de faire des plants. J'avais tout ça qui était plein en plants. Et donc j'ai seulement gardé les plants de culture d'été qui coûtent un petit peu d'argent et qui sont rentables de faire soi-même. Tomates, aubergines, poivrons, concombres. Et je fais encore 4 hectares de courges en plants. Et tout le reste des plants, je les fais faire. Parce que à un moment donné, j'ai fait un choix. Déjà, j'avais pas forcément les compétences que les faiseurs de plants ont, qui les faisaient beaucoup mieux que moi. Et puis, ça nécessitait d'embaucher plus de monde. Ça nécessitait de former du monde aussi à ce métier-là, chose que moi, je savais pas faire. Donc voilà, à un moment donné, j'ai dit hop, on achète les plants. Et les semences, légumes, donc j'ai un contrat, je produis de la semence sur 2 hectares et demi. Donc je fais du persil, je fais de la carotte et je fais de la betterave. Et donc là j'ai un contrat avec Sativa, je pense que vous connaissez, un obtenteur suisse, 100% bio, biodynamie d'ailleurs. Donc là je suis certifié bio suisse pour pouvoir leur vendre avec le certificat bio suisse. Donc je consomme pas mes semences, mais je fais quand même l'effort de produire de la semence, en plus non hybride. J'essaye dans ma démarche. Au départ, c'était vraiment de participer à l'effort de production de semences qui n'a pas été accaparé par des gros groupes, quoi. Voilà. Je ne produis pas pour BASF ou Monsanto ou Rixvan ou machin, non, je produis pour Sativa, quoi. Depuis déjà plusieurs années. Donc ça, c'est un métier à part, c'est pas du tout les mêmes techniques. Par exemple, les carottes semences sont déjà semées, elles sont déjà dehors. Les betteraves aussi. Voilà. Les plants de pommes de terre, je les achète. Là, sanitairement, on est un petit peu obligé de les acheter quand même. C'est quand même mieux. C'est surveillé, quoi, en tout cas. Les plants de fraisiers, je les achète. Voilà. Est-ce qu'il y a des haies qui sont implantées autour des parcelles ou dans les parcelles? Alors les haies, on a toujours voulu en faire, mais on n'est pas propriétaire de nos parcelles, ou très peu, ça doit être 10% ou 15%. Et comme on a fait beaucoup d'échanges, en fait on se retrouve sur des îlots où il peut y avoir par exemple 20 propriétaires différents, même sur 1 ou 2 hectares, il peut y avoir 20 propriétaires différents et 3 ou 4 exploitants différents. Nous on a juste fait un échange et on est là physiquement, mais c'est pas du tout à nous, quoi. Donc si je commence à dire aux paysans qui ont échangé avec moi, qui doivent le dire à leurs propriétaires, enfin si je commence à mettre des haies, ça va foutre le bazar. Donc on a trouvé une autre alternative, parce que pour être bio suisse, il faut de la surface de compensation qui reste en place. Donc là on va tester avec le groupe Défi dont je fais partie, on va tester des bandes enherbées permanentes. Donc on va implanter 1 hectare de bandes enherbées sur toutes les parcelles. On va faire des bandes de 3 mètres qu'on va laisser fleurir et qu'on va entretenir d'une année sur l'autre. Voilà, donc c'est notre manière de... Combien d'années alors ? Comment ? Sur combien d'années ?
On va voir. Ouais, du temps que ça tient. L'idée c'est que ce soit permanent quoi. Après quand il n'y a plus de fleurs dedans, je sais pas, on refera un sursemis, on verra. Ouais, voir ce qu'il C'est la faut grande, dessus, quoi. c'est la grande inconnue, hein. Il n'y a pas beaucoup de biblio là-dessus donc. Et c'est des graines de Ningesser, Ningesser. Ningesser. Oui, entre autres. Il n'y a pas que eux, mais il y a un peu de chez Sativa. On va faire des mélanges nous-mêmes, on va faire plusieurs essais. Il y a un petit protocole qu'on est en train de mettre en place. Et donc c'est pour répondre à cet impératif, bon déjà par rapport au bio suisse, mais bon on ne fait pas que pour ça non plus, de biodiversité, de dire voilà sur nos parcelles il faut qu'on ait des zones où les auxiliaires ils puissent hiverner, se reproduire, et voilà il faut des supports pérennes. Quoi. Comme on ne peut pas mettre de haies, voilà, on a trouvé cette solution, qui est une demi-solution mais qu'on a une quand même, quoi. Toujours mieux que rien. Et on va planter un verger, a priori on voulait déjà le faire en automne là mais ça va pas se faire. Certainement le faire fin 2023, on va planter un verger d'1,5 hectare. Avec des variétés haute tige en pommes, variétés anciennes, enfin voilà, pour faire du jus. Mais c'est aussi dans ce souci d'apporter notre contribution à la biodiversité, quoi. Est-ce que l'été très chaud, comment vous l'avez géré? Est-ce que ça y a même pas sur les rendements? Parce que pas, parce que vous avez Ouais, ça a quand même eu un impact par exemple sur les, enfin, pas sur toutes les cultures, mais sur les carottes, on a vraiment eu des très mauvaises levées, ça c'est vraiment lié à la chaleur. Malgré l'arrosage, l'arrosage ne faisait même plus rien, ça changeait rien. Au-dessus d'une certaine température, ça inhibe la germination. Ou alors des fois elle germe et ensuite elle brûle. Les carottes c'est très sensible aux UV quoi. Donc là on a quand même eu de la casse, on est quand même à 30% de rendement en moins. Mais bon, quand même de la carotte, ça va aller. Les choux, étonnamment, les choux c'était super beau. Mais en fait ils se sont mis à pousser en septembre. Donc on a eu très peur mais c'est même très très bien. Les salades, on s'est pris une belle gamelle en été. On a quand même eu 3 vagues de salades où on n'arrivait pas super quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Céleri, on fait un rendement super parce qu'il a poussé là le dernier mois. Mais tout l'été on l'a. J'ai jamais autant arrosé du céleri, moi, jamais. C'était une fois par semaine et des grosses doses, en fait on l'a maintenu en vie. Début septembre il était gros comme ça. Début septembre. Aujourd'hui il est comme ça quoi. Donc c'est vraiment. On a eu de la chance d'avoir un automne relativement doux. Et même encore là, ça pousse encore. Même les carottes elles poussent encore. On a la chance de ne pas avoir eu de gelée trop précoce. Ça a rattrapé le coup de chaud quoi. Et sous tunnel, on a fait une très très bonne année en tomates, une des meilleures de notre carrière. Par contre, très mauvaise en aubergine, on ne sait pas trop pourquoi. Un état sanitaire qui était pas top. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon, mais malgré tout, ça reste quand même une année correcte, vu les conditions d'été. Par contre, le coût énergétique, l'horreur. C'est x2 en gasoil, c'est x2 par rapport à l'année d'avant. Ça, vous pouvez le répercuter sur le coût de vente? C'est pas le moment. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Je pense que c'est pas le moment parce que les clients ils sont déjà pas trop réceptifs là avec le bio, donc si en plus on augmente nos prix, on a l'inconvénient d'avoir beaucoup de groupes diesel pour arroser. Donc voilà, le GNR c'est je sais pas 60% de plus l'année dernière en prix et consommation x 1,5, donc voilà, vous faites le calcul, ça fait mal. Mais bon, on n'a pas le choix. Si on n'avait pas arrosé, on n'aurait rien par contre. Et après, le deuxième problème en énergie, ça va être le courant. Alors moi j'ai de la chance, j'ai re-signé un contrat l'année dernière avec Enedis. Donc je ne vais pas être tout de suite trop impacté, j'ai que 15% de hausse sur le courant, mais on a des collègues qui ont x5. Prix du kilowatt x5, et c'est pas négociable. Si tu signes pas, on te coupe le courant, donc ça va être un problème. Alors nous, on a décidé d'investir dans une grosse installation photovoltaïque, donc on a signé avec un installateur pour couvrir un gros bâtiment en autoconsommation avec revente du surplus, et voilà on anticipe un peu le problème qu'on va avoir dans 3-4 ans quand il faudra re-signer nos contrats, parce que je pense pas que ça va redescendre comme avant quoi. Donc voilà, l'énergie ça fait partie aussi de notre objectif d'autonomie quoi. Donc on essaye déjà de dépenser moins, enfin de consommer moins pardon, et de produire un peu ce qu'on consomme quoi. Donc là on vient d'équiper un groupe frigo avec un récupérateur de chaleur pour faire des champignons. Aujourd'hui on faisait des champignons avec un chauffage électrique.
Donc là c'est mort, il faut plus faire ça, donc voilà, on vient d'investir dans un petit récupérateur. Donc, on fait des petites choses comme ça, on a réisolé un bâtiment, on essaye de rebondir, quoi. Et c'est clairement l'enjeu de demain. L'irrigation se fait entièrement par roule. Non, irrigation, donc sous tunnel c'est goutte à goutte en été. Et dehors c'est couverture intégrale, enfin couverture totale, je sais pas comment on peut appeler ça. Avec des petits arroseurs ou en rouleur, on a les deux. Quelle que soit la culture. Non. C'est les grosses parcelles qui sont arrosées, enfin les gros îlots, par exemple je vous disais tout à l'heure 3 hectares de céleri, là j'ai un enrouleur qui fait que ça. 3 hectares d'oignons, si c'est au même endroit, j'ai un enrouleur qui fait que ça. Après les petites cultures, les radis, les salades, là c'est plus de la couverture totale. Et du coup là, vous avez chacun votre puits ou c'est avec les autres agriculteurs? Oui, bah il y a des puits, il y en a partout dans la Ouais. plaine, puis après on est intelligent pour se les partager, quoi. S'il y a un puits dans la parcelle du voisin, je vais pas en faire un chez moi, je pompe chez lui, puis lui inversement il va pomper chez moi ailleurs. Ça se passe très bien. Puis il y a des zones où jusqu'à maintenant, surtout les maïsiculteurs, ils arrosaient pas parce que bah, ici on avait quand même des bonnes réserves, donc ils arrivaient à faire des super rendements sans arroser. Mais là depuis 2 ans, bah, on commence à refaire des puits dans des zones où il n'y en avait pas du tout, quoi. Donc là on se met à plusieurs, voilà. Mais bon c'est un détail, à partir du moment où on a de l'eau, Ouais. un puits ça nous coûte 2500 €, donc c'est pas cher par rapport à celui qui n'a pas d'eau, quoi. Donc on se pose pas bon longtemps la question, si on n'a pas de puits on en fait un. Hein. Moi j'en ai fait 2, les 2 dernières années j'ai fait 2 puits, bah, je me suis pas posé la question. Voilà, j'ai fait quoi. On espère qu'on aura. Enfin, l'eau c'est aussi. Enfin, il y a l'énergie qui est l'enjeu de demain et l'eau. Et on espère qu'on ne sera pas tout de suite rationné, quoi. Et après si on l'est, bah faut jouer le jeu. Hein. Et là en termes de vente, c'est compliqué ou ça se maintient? Ouais, bon, nous on se plaint pas, mais on est en train de reperdre tout ce qu'on a gagné au Covid. Et qu'est-ce qui marche le mieux? C'est le distributeur automatique ou... Non, oui, ça marche, c'est peut-être la chose qui baisse le moins, mais ça fait pas non plus des super chiffres hein, à la base, quoi. Ça reste des petits volumes. Les paniers, tout ça, ça baisse alors? Ça a baissé, ouais. Ça a baissé toute l'année et là ça se maintient, voire ça réaugmente un tout petit peu. Voilà, on retombe sur des niveaux de 2019, donc c'est rien de grave parce qu'on avait un bon niveau déjà, mais on s'aperçoit que bah, le Covid, ça a fait peur à tout le monde et voilà, ils sont venus chez nous, on était les sauveurs. Et puis au final bah, les gens ils repartent, quoi. Je sais pas si c'est général, il y a des Oui, producteurs. c'est génial. Ouais. Ouais, je sais pas. Il n'est pas plus cher que. Je vais très rarement au supermarché, j'y suis allé, je vais à peu près une fois par an pour acheter des trucs que je trouve nulle part ailleurs. J'y suis allé il y a 15 jours, je regarde le rayon de fruits et légumes conventionnel. 80%, tout était plus cher que dans mon rayon conventionnel. Hein. Franchement, on n'est pas cher, hein. C'est un faux débat ça. La vraie vente directe en bio n'est pas chère. Ouais, c'est clair. Enfin, en tout cas en Alsace. Il y a d'autres régions où effectivement c'est plus cher. Mais nous, le consommateur, il faut bien qu'il regarde parce que je pense qu'il fait une erreur. Ouais. Mais ça va s'équilibrer, j'ai pas peur. J'ai pas trop peur pour notre avenir commercial. J'ai plus peur pour notre avenir énergétique. C'est plus arriver à contenir nos charges. Nos ventes, je pense qu'on va y arriver, mais contenir nos charges, ça va être compliqué parce que là, on n'est pas du tout maître des choses. C'est les engrais, c'est pareil. Bah, moi, cette année, j'ai clairement boycotté les engrais. Je pourrais en mettre encore un peu, mais j'ai dit non, j'en mettrai pas exprès pour dire on cautionne pas ce montage-là, c'est complètement nul. Soi-disant parce que le gaz il augmente, on augmente la fiente de poule, mais il est où le rapport? Faut m'expliquer là. Parce qu'elle vient d'Amérique du Sud. Bah, non, même pas. En l'occurrence, elle vient d'Europe de l'Est. Mais non, il y a un truc ça m'énerve. Je pense que la meilleure manière de lutter contre ça, c'est de pas en prendre. Hein.
Après, c'est sûr que les maïsiculteurs en conventionnel, eux, ils vont quand même acheter de la durée à 1000 € la tonne ou je sais pas combien, alors qu'elle était à 250. Ils n'ont pas le choix peut-être. Mais moi, j'estime que j'ai le choix. Avec tous les efforts agronomiques qu'on a fait, voilà, ça paye et je me dis, tu vois, d'avoir réduit de 30% l'année dernière, ça n'a eu aucune conséquence sur les rendements. Donc, on peut encore réduire. Et le compost agrivaleur, il va augmenter aussi? Il se cache. C'est sûr que des trucs tout le monde, ça aussi. Pour l'énergie, je pense que ça devient indispensable. Il faut qu'on mette tous des panneaux solaires sur notre toit. Au-delà du débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il faut le faire. Pouvoir leur faire ça le jour où ça augmente encore. Non, allez vous faire voir, on n'en veut pas de vos kilowatts. Quoi. Non. Moi j'en ai déjà là, je le vois, j'en ai déjà un petit peu, ça fait déjà 5-6 ans. Je suis bien content, quoi. Je veux dire, ma facture, elle a quand même moins envolé. On est entre 25 et 30. 25 et 30. Ça va, vous arrivez à... Et pour chaud, tu penses vraiment les mêmes? Non, mais je suis dans une période où ça va pas mal. J'ai eu des périodes il y a quelques années où je galérais à recruter et à garder les gens. Ouais. Et là, franchement, j'ai une bonne équipe, je suis content. J'ai des... Ouais, ça se stabilise un peu. Après, par contre, c'est une équipe qui vieillit, quoi. Donc il faut quand même qu'on pense à renouveler... on commence à rajeunir l'équipe, quoi. Ouais. Il y a plein d'étudiants là, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est bien. C'est un peu ça qui nous fait peur, c'est que dans 10 ans, on voit pas trop qui va venir travailler en maraîchage, quoi. Parce que c'est bien s'il y a des gens qui sont motivés là. L'année dernière, je suis venu. T'étais venu là, je crois. Ouais. Par Christophe Reitz. Ouais, ça je me souviens. Donc ouais, voilà, pour l'instant on a une bonne équipe. Voilà, on a une bonne équipe qui tourne bien. On veut pas forcément embaucher plus, mais par contre il faut qu'on pense à des personnes. Il y en a 2-3 qui ont plus de 50 ans. Voilà, on sait bien que le maraîchage c'est dur. Elles iront peut-être pas jusqu'à leur retraite, quoi. C'est normal. T'as beaucoup de saisonniers. Tu tournes avec la main. Ouais, entre 5 et 10, suivant les périodes. Mais le gros noyau c'est quand même des CDI. Et combien là? Sachant qu'il y en a 10 qui sont en commerce. Qu'on est une vingtaine en production. Production, lavage et expédition. Et il y a une dizaine de personnes qui font que de la préparation de paniers et de la vente. 2 tiers, 1 tiers. Et de l'administratif. Dans les 10, il y a l'administratif aussi. On a scindé l'exploitation en deux. Il y a 2 entités. Moi, je gère une entité qui est vraiment la production. Et Caroline gère plutôt la partie vente et panier. Voilà. On était un peu obligé, quand on grossit comme ça, on est obligé de scinder les choses, sinon ça devient un peu le brouillon, quoi. Donc là, on a 2 activités distinctes. C'est plus facile à gérer. Il y a 15 ans, c'était votre objectif d'avoir une aussi? Non, pas du tout. Non. On n'avait pas d'objectif précis, on voulait juste faire du bio, vivre de notre métier, on était passionné de légumes, on avait un grand jardin. Et puis voilà, on se fait prendre par les clients, quoi. On va pas refuser des clients qui sont à notre porte alors qu'on les demande. Enfin, on les demande. Au départ, on avait besoin d'eux pour démarrer, et puis ça allait un peu vite, et puis après on est entrepreneur, donc on a laissé les choses se faire naturellement. Et aujourd'hui, ce qui nous limite, c'est déjà l'intellect, il faut arriver à gérer ça, et puis le foncier, clairement. Agronomiquement, si on veut faire les choses bien, il ne faut pas qu'on fasse plus. Alors des problèmes de rotation, voilà, il faut vraiment qu'on... Si on doit faire plus, il faut qu'on ait plus de surface. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité, donc ça fait 2-3 ans qu'on est stabilisé et ça marche bien. Maintenant, on essaie plutôt d'optimiser les ventes. Il y a des clients qui ne sont pas forcément les meilleurs, on n'est pas pressé à les servir, quoi. On préfère servir notre clientèle vente directe. Donc c'est clairement là-dessus qu'on sort beaucoup, quoi. Et il n'y a pas du tout d'achat-revente? Si, une partie, ouais. C'est pour ça qu'on a aussi scindé la vente, enfin la partie commerciale. On fait à peu près 10% d'achat-revente. C'est pas non plus énorme, hein. Dans notre panier, il y a à peu près 90% d'autoproduits. Hein. C'est principalement des fruits? Oui, c'est principalement des fruits. Il y a un tout petit peu de légumes en fin de saison d'hiver, mars comme ça. Mars, avril, là c'est dur d'avoir du légume varié pour donner aux gens. Donc voilà, là on achète un petit peu. Un petit peu de courge quand on n'a pas assez, un petit peu de choux, voilà.
Après, tout ce qui est légumes de garde, tout ce qui est racines, on a largement de quoi faire pour tenir la saison. Et on fait aussi un petit peu d'épicerie parce qu'on a une formule panier un peu particulière où il faut de l'épicerie, donc on revend aussi un peu de bière parce qu'on aime bien la bière, on revend un peu de vin parce qu'on aime bien le vin. Donc t'aimes bien aller te servir dans la boutique. Voilà, c'est ça. Je suis le premier consommateur. Non, ça fait partie de notre métier de commerçant. À un moment donné, voilà, notre client il nous demande une gamme, bah, on l'élargit quoi. Après, c'est pour ça qu'on fait un peu d'huile aussi parce que ça fait partie de notre savoir-faire. On va se lancer dans les légumineuses l'année prochaine. On a déjà fait un essai de haricots borlotto là en sec. On va faire un peu de lentilles. Voilà, ça fait partie aussi du plaisir, ça. Offrir de la diversité à nos clients pour être reconnus, mais aussi pour se faire plaisir. Parce qu'on va pas gagner des tonnes d'argent avec ça. Hein. C'est plus pour le fun et le challenge. Dire voilà, on l'a fait quoi. Transformer des légumes. Comment? Transformer des légumes. Très peu. Nous, très peu. On a juste une recette avec des courgettes à l'aigre doux, qui marche bien. On fait que ça en transfo. Par contre, on travaille avec Terra Alter. C'est une boîte qui fait de l'insertion sur Mulhouse. Et on livre tous les jours en légumes qui sont transformés en carottes, en râpés essentiellement, en poêlés, en épluchés. Voilà. On est partenaire avec cette boîte-là depuis le départ. On a mis du temps à mettre en place avec Terra Alter quelque chose qui fonctionne commercialement parce que c'était quelque chose d'assez nouveau. Maintenant ça commence à marcher et donc il y a un super partenariat avec eux, on est super contents et eux ils ont l'air d'être super contents aussi, donc pour nous c'est bien. C'est une manière de faire de la transfo. C'est pas notre métier mais le fait d'approvisionner cet atelier là, ça a du sens quoi. Et vous vendez des... Les légumes qui sont... c'est des légumes que vous avez cultivés pour eux ou c'est des légumes... Alors oui, par contre c'est planifié. Mais ça nous permet de leur... comme c'est une légumerie en fait, ils acceptent les défauts quoi. Donc nous ça nous permet de valoriser des légumes qu'on vendrait peut-être pas en vente directe. Et eux ça leur permet de ne pas les payer trop cher, parce qu'ils n'ont pas non plus des marges de dingue en transfo. Donc voilà, on a trouvé un super compromis. On a souvent l'idée qu'en transfo justement ils ont l'occasion de faire un petit peu du recyclage sur ceux qui ont des défauts, mais en fait il y a quand même des calibres, les machines elles ont d'autant plus de calibres. Ouais, ce serait presque le contraire. Ouais, mais bon, dans l'esprit ils valorisent les légumes avec des défauts, mais il ne faut pas qu'ils les payent trop cher, sinon ils gagnent rien. Défauts, parce que forcément le taux de perte il augmente chez eux en prenant des légumes avec des défauts. C'est les piqueurs de tripes, enfin c'est les défauts. Ouais, une carotte un peu éclatée, bah, ils sauront en valoriser la moitié, mais l'autre moitié ils vont la jeter par exemple. C'est un exemple. Hein. Okay. Ou un chou abîmé, ou une courge qui a un défaut, ou je sais pas. Ça leur demande plus de travail, donc forcément il faut qu'ils le payent moins cher. Mais nous ça nous va bien parce qu'on améliore aussi la qualité de ce qu'on vend par ailleurs. Du coup. On va écarter plus facilement un légume qui est un peu moche, sachant qu'il va être valorisé chez Terra Alter. Voilà. Donc c'est notre manière de faire de la transfo. Et cantine? Cantine via Solibio. On livre Solibio. Donc Terra Alter aussi fait un peu de cantine. Mais c'est plutôt Solibio. Là Solibio répond à des appels d'offres, des cuisines centrales, et nous on fournit avec les autres producteurs du coin. Ouais, c'est pas en direct quoi. Non, c'est pas en direct. Non, parce que là ça faut répondre aux appels d'offres. Hein. C'est un métier, je veux dire, si c'est des très gros marchés, voilà. Moi je sais pas faire, clairement je sais pas faire, puis j'ai pas envie de faire ça, je préfère fournir les légumes. Moi c'est mon métier de fournir les légumes. Voilà, on s'est arrêté là parce que je voulais vous montrer les fraises. Derrière vous, il y a les fraises alors. Ça, c'est les fraises qui sont en plein air. On a aussi des fraises en sous-abri, mais elles ne sont pas encore plantées. Ça, c'est une plantation de débute, deux variétés. Et ce que je voulais juste vous montrer, c'est ce que j'ai mis entre les buttes. Donc, c'est tout simplement du trèfle. Bah, c'est pour éviter que le sol soit nu, puis ça évite le salissement. Ça se salit quand même, mais c'est quand même moins dégueu que s'il n'y avait rien. Quoi. Donc là, il y a déjà eu 3 passages de tondeuse depuis le mois d'août. Et c'est pour vous montrer qu'il fait vachement doux, parce que c'est de nouveau, ça mériterait encore une petite tondeuse. Quoi. Il y a des campagnols sous le trèfle un peu? Bah, c'est ça le problème, ouais. J'avais arrêté d'en faire parce que j'en mettais toujours dans la rhubarbe. J'ai un champ de rhubarbe où je mettais toujours du trèfle. Et j'ai arrêté parce que je sais pas pourquoi ça attire les souris plus qu'autre chose. Les autres cultures, pas. Tu mets une graminée, il y a moins de... C'est moins nuisible. Quoi. Alors que là, pour l'instant j'en ai pas vu parce que j'ai pas beaucoup marché dedans. Mais sur la rhubarbe, ça posait vraiment un problème parce qu'ils bouffaient les pieds de rhubarbe après. Et là ça va? Bah ouais, en plus c'est une culture courte. Hein. Oui. Enfin, c'est une culture courte, ça dégage
au mois de juin, elle dégage, quoi. Ça va pas poser trop de problèmes. Alors, en termes de fertige, je vous ai pas tout dit, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, c'est la vinasse. En été, je mets toujours un petit peu de vinasse dans les gouttes à gouttes. Sur tomates surtout. Oui, sous abri surtout. Ouais, quand les premiers fruits commencent à mûrir, je fais un passage de vinasse. Et du coup, j'en mets aussi un tout petit peu sur fraises. Ça marche bien. Et c'est là qu'on met le mélange, enfin le pseudo thé de compost. Donc on met essentiellement sur fraises et là on a vraiment vu des résultats visuels. Enfin, on avait une fraise qui était beaucoup plus jolie et qui tenait beaucoup mieux à la conservation. Mais il y avait des. Alors ça une demande planche avec un essai. Non, justement, c'est mon appréciation à moi. Hein. Ouais. Maintenant, ce serait intéressant de mettre ce produit-là dans des essais randomisés, etc. Parce que mon avis là, il compte pas. Enfin, je veux dire, c'est pas... Nous on a essayé là cet été, on n'a rien vu. Hein. Juste avec un témoin, dans un bout de la parcelle sans rien. Ouais, mais là, je peux. En fait, c'est au goutte à goutte. Alors, si c'est un petit peu techniquement, c'est un peu compliqué à gérer si je dois mettre un témoin. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu une très belle culture de fraises cette année. Enfin, c'était pas celle-là, hein, c'était à côté en tunnel. J'ai fait 2 passages comme il me l'avait préconisé. Mais le TCO, il venait d'où? Comment? Le TCO, tu l'avais fait ici? Non, c'est lui qui me le vend. Enfin, c'est pas le thé de compost, c'était le. Ah, c'est pas un thé. Mais ils vendent quoi? Ils vendent pas de TCO? Il tient tout fait. Ouais, mais c'est pas vraiment, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. C'est des ferments plutôt. Donc j'expliquais que j'ai mis des. Alors j'en ai pas mis sur cette culture-là, j'en ai mis sur les fraises qui étaient sous abri. Donc j'ai fait 2 passages avec le produit, comment il s'appelle? FFO. FFO. Voilà, j'ai fait. Non, je l'ai fait au goutte à goutte. Moi je l'ai mis au goutte à goutte aux doses, donc c'est 5 litres hectare, je crois. Hein. J'ai fait 2 fois 5 litres hectare. J'ai un plant qui a jamais souffert. Un plant de fraisier, moi je fais que du trait-plant. Donc c'est un plant qui est planté en tout début d'année, semaine 2-3, et qui produit déjà au mois de mai, même un peu avant. Au mois d'avril, il produit déjà. Hein. Et des fruits comme ça. Hein. Et donc c'est un plant qui rame un peu parce que ça va tellement vite. On a toujours du mal à ce qu'il s'implante correctement. Et là, cette année, bon, j'ai rien à vendre. Hein. Mais visuellement, non. Je ne le connaissais pas avant il y a 6 mois. Et là, visuellement, le plant, il n'a jamais souffert. Pourtant, on a eu des conditions très chaudes et tout. Et là, il n'a jamais souffert. Il a toujours poussé. Et du coup, on a eu un fruit qui était plus joli. C'est quoi en rendement, je ne peux pas dire que j'en avais plus. Je ne peux pas le dire, j'ai pas pesé. Il y a quoi dedans là? Moi, je vais soulager un peu. Tu peux expliquer ce que c'est? Oui, je vais essayer. Désolé pour l'accent, mais d'abord, je vais soulager Eric, qui bon, on ne se connaissait pas, mais il a joué les jeux. De les 100% de mes ventes que ça a été pour essayer, les 20% les plus costauds et curieux, ils ont essayé. Et voilà, ça me fait du bien de savoir qu'il a obtenu des résultats. FFO, c'est un complexe microbien, en fait, si on doit le définir aujourd'hui. J'ai fait la traduction, en Espagne ça se connaît comme ça déjà. C'est un produit qui a un consortium microbien à l'intérieur où il y a des familles de bactéries et des champignons aussi. Et les fabricants ils disent voilà, ça c'est l'équilibre qui cherche la nature partout. Et on peut l'appliquer ça désormais, soit par les gouttes à gouttes comme a fait Eric, soit en application foliaire. Et l'idée c'est faire plus d'applications foliaires de ces biointrants aussi, que ça peut se dénominer un biointrant, pour diminuer la quantité de préventifs avec des produits de synthèse chimique. Et c'est là où on obtient une plante avec beaucoup plus de défense naturelle et pas abîmée par les préventifs de synthèse qui les donnent un coup quand même dans chaque application. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau du système racinaire? Je peux pas le dire. Non, je peux pas le dire. Il a fallu que je compare avec quelque chose qui n'a pas été traité et c'était pas le cas. Ce que je peux juste dire, c'est que la fraîche, chez moi, c'était toujours compliqué à implanter. Et là, franchement, ah ouais, on n'a jamais souffert. Et du coup, on avait un fruit qui était plus joli. On a eu quasiment aucune perte. Souvent, on a toujours les barquettes quand on cueille et un petit seau. On met le deuxième choix. Bah, de toute la saison, le seau, il n'a pas servi à grand chose. Pour nous, c'est voilà. Mais comme dit, c'est pas dans des essais.
peut-être pas sérieux ce qu'on a fait, mais moi, mon constat de producteur, l'année prochaine, j'en remets, quoi. Voilà, ça je peux le dire. Non, par contre, ça serait intéressant que Planète peut-être le mette dans un essai, ou voilà, ou que quelqu'un d'autre essaye. Si je peux commenter un... Je l'ai mis sur tomates aussi, je l'ai mis sur tomates. J'ai fait 50 tonnes de tomates, d'habitude j'en fais 25. En foliaire. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a sûrement pas que ce facteur-là. En tout cas, j'avais toujours des problèmes de mildiou terrestre. Il y a 2 ans, j'ai carrément arraché une serre entière où j'avais du mildiou terrestre. Cette année, 0 pied de mildiou terrestre. Mais j'ai pas dit que c'était son truc, hein. Mais j'en ai mis. Voilà. Donc clairement, c'est un truc à essayer. Il faut peut-être que... C'est un truc à essayer, même sur des petites surfaces. C'est une curiosité, quoi, pour moi aujourd'hui. Et pourtant, je suis vraiment pas un gars qui utilise de la poudre de perlimpinpin. Hein. Moi, je suis pas trop dans la... dans l'à peu près, quoi. Bon, là, c'est pas du perlimpinpin, c'est des composés microbiens. Ouais, enfin... Après, quand même un gars qui déboule dans ta cour et qui te dit essaye ça, quoi. Sans essai, sans rien, vas-y, essaye, quoi. Tu vois, bon. Et franchement, c'est facile à utiliser. Et voilà, ce que je peux vous dire... en tomates, c'était énorme. Alors, il n'y a sûrement pas que ce facteur-là. C'était une bonne année à tomates chez tout le monde. Mais c'était énorme. Et surtout, toutes variétés confondues, j'ai au moins 15 variétés de tomates. Tout était sain. Sain. Comme essai. Ouais, je pense que... Ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer. Il faut le mettre dans un essai. Il faut le comparer à du biodélas ou à des choses... Nous aussi, on teste. On connaît. On compare au essai Planète et légumes. Ah bah voilà, c'est bien. On a fait le contraire. Il arrive en février. On a remplacé les premiers préventifs antifongiques. Et dans un essai de juste 26 pieds, ça a donné 1 kg de plus que les témoins pas traités du tout. Et en revanche, où ils sont traités avec des préventifs de synthèse, ça a donné 1 kg de moins. Donc grosso modo, la différence, ça fait, si on l'amène à 1 hectare, il y a 2 tonnes et 4 de plus en rendement. C'est un essai de 13 planètes avec Lilion. Avec Maïlis. Avec Maïlis. Qui a très bien bossé. Voilà. Il y a aussi, là, je viens de recevoir aujourd'hui, l'essai une pomme de terre qui est très intéressant, surtout avec les pommes de terre précoces, où il y en a, si je ne me trompe pas, 4 tonnes de plus. Et ça, on le savait, on le savait déjà dans les... pour un essai voilà, l'année dernière. Voilà, moi j'ai rien à vendre, mais je vous dis juste que je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je vais en discuter avec Maïlis quand tu as fait un essai, c'est propre. Ouais, bah, voilà. Et sur tomate, la vinasse, tu la mets pour l'éclatement? Je la mets pour la potasse et... Non, pas forcément pour l'éclatement. Tu t'es aperçu qu'en cours de route, à un moment, il y avait une carence, quoi. Ouais, j'ai toujours fait ça avant. Maintenant, j'avais changé d'engrais il y a 2 ans, juste pour les tomates. Le problème que j'avais, c'est que j'avais un engrais qui était trop starter au départ. Je le mettais avant la plantation. Et j'avais de la feuille, j'avais des pieds magnifiques, et puis d'un seul coup, plus rien. Donc ça minéralisait trop vite. Puis après, je suis passé avec du DCM. DCM, c'est un engrais qui vient de Belgique. Avec... ça dépend, il y a plusieurs formules différentes, mais il y a des formules qui libèrent de manière plus étalée dans le temps. Donc j'ai mis ça, c'était mieux. Mais j'avais toujours ma vinasse. Historiquement, comme j'avais toujours une fin d'azote à un moment donné, je mettais toujours de la vinasse et là je l'ai gardé tout. Je pourrais peut-être l'enlever avec le DCM. Merci. C'est flippant, c'est sur fraîche. C'est bête, Van, pas la place là, en plastique. Ça marche. Donc voilà. Tu vois quelque chose? C'est pour le son. Ah oui, il va falloir dédommager. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Posez-moi des questions.
Sous tunnel aussi, toute l'irrigation se fait... Plantation de salade, tu fais à quelle densité et comment tu procèdes? Alors sur le rang 22 et entre les rangs 37,5. Autre question? Ouais, tout est mécanisé, même la mâche, hein, c'est qu'une machine. Celle que tu loues ou c'est la tienne? Non, ça c'est une que j'ai achetée, ouais. Une serre comme ça, c'est une petite journée de boulot à 4. Une petite journée. Ouais. C'est vrai? Ouais, oui, c'est vrai. C'est quoi la taille de la serre? Non, juste une chapelle, je parle. Une chapelle, ah oui. Une chapelle, là, c'est une petite journée de boulot à planter. C'est mieux. Hein, c'est pas tout, là. Et la salade, c'est une demi-journée à 2. Sur salade, risottonia, ça te parle? Azote. Direct. Trop d'azote. Là, il y a eu 0. Hein. Juste compost et... T'en as pas du tout, toi? Et là, il y avait un engrais vert de... Il n'y avait pas de culture d'été, donc il n'y a pas eu la race d'engrais, quoi. Il y a eu un engrais vert de sorgho, là, dans cette serre-là, où il y a la salade. Et tu peux regarder, c'est sain. Hein. Par contre, il ne faut pas rajouter trop de casse-croûte. Hein. Ça minéralise tellement dans les serres que... Une salade qui a trop de casse-croûte, elle est malade. Hein. Parce que c'est pareil, il n'y a pas que chez nous, il n'y a pas que chez Pierre à Vincennes, il y a pas mal à être des problèmes dans ce truc-là. Moi, franchement, ça m'arrive d'en avoir, mais je pense que c'est la fertile. Enfin, ou la minéralisation, quoi. S'il y a trop de minéralisation, on peut aller voir l'autre, hein, là-bas, qui est en récolte, là. Régulièrement, là c'est que cette année. C'est la première année où elle est montée. Je peux pas te dire, on n'a pas fait avant. Et puis, super ventilé, hein, par contre. Hein. C'est tout le temps ouvert. Ouais. Faut pas chercher la précocité, il faut chercher l'aération. Assainir. Sur la mâche? Non. Bah, on en a si on fait mal le boulot, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y en aura pas. Arrosage. Là, par contre, c'est un peu le contraire de la salade. En fait, l'oïdium, il se lave sur la feuille si vous arrosez. Si le plant il souffre et qu'il est tout le temps sec, il attrape de l'oïdium. C'est comme une céréale à la sortie de l'hiver, vous avez de l'oïdium sur céréales quand il y a un temps sec. Sec et venteux. Mais si c'est un temps humide, il n'y a pas d'oïdium. Il s'installe pas. On peut regarder la salade là, qui a été plantée 10 jours avant celle-là. Ouais. Et c'est qu'éventuellement, c'est favorable à fond. C'est aussi le gradient, le bon gradient de température qui peut en 8 jours. Oui, alors pour le deuxième particulièrement. Je vois sur courgette, je suis dans une zone ombragée, dans son jardin. Si tu as des gros gradients, ça grande main. Hyper ventilé, tout le temps que ce soit ouvert, sauf quand il fait moins 10 quoi, mais ça craint pas le froid. Hein, celle-là j'ai arrosé 3 fois, c'est tout. Plein du sol ou... J'ai arrosé après la plantation de 3 heures. J'ai refait un arrosage 5-6 jours après parce qu'il faisait un peu chaud cette période-là. Et après j'ai attendu et juste après mon dernier linage, avant qu'elle ferme, j'ai remis un peu d'eau. Et c'est tout. Mais bon, attention, j'ai 40% d'argile. Hein, regardez, c'est sec. Mais c'est pas malade. C'est l'arrosage et l'aération. Hein. Ça c'est de la théorie, hein, mais... et la fertilisation, hein, si vous mettez trop d'azote... Fragile. Ouais. Non, je pense que c'est l'eau, tu vois. Erreur de débutant. Faut pas arroser trop souvent, à mon avis. J'ai flippé, tu vois, on avait de l'avance déjà. Je pense que c'est là que vous faites du connu. À ton niveau, hein, si tu veux. Par contre, à côté, on a des épinards qui sont pas super, en plus ils sont en train de se salir. On avait un problème de semences, je sais pas, on a un paquet de semences, il y a des lignes qu'on n'a pas levées, donc on a ressemé. Mais l'épinard, c'est un truc que j'ai du mal à réussir. Ça aime pas justement ces terres lourdes, je pense. Ça aime bien l'oxygène au niveau des racines. Et nous, ça se referme quand même très vite. Vous avez vu un peu les crevasses de la terre. C'est plus de la terre de poterie que de la terre pour faire des légumes, quoi. C'est de l'argile, quoi. Là, tu l'as planté quelle semaine? 39? Ouais, j'ai pas ça en tête. Oui, c'est dans ces eaux-là.
C'est pas tout le temps comme ça, hein. Faut pas croire. Hein. Ça, je vous montre que ce qui a réussi. Il y a des chenilles actuelles dans les salades? Non. Enfin, c'est insignifiant. Quoi. Ouais. Un peu au printemps, ça arrive. Il y a quelques petits ronds, mais... Alors, là où j'ai plus de problèmes, c'est fonte de semis. Par exemple sur radis. Donc là, c'est lié à un pythium, hein, un champignon du sol, quoi. Sur radis, si je fais pas attention, j'ai des grosses places qui disparaissent. Ça lève et après, une fois qu'il est au stade cotylédon, ça pourrit. Donc c'est vraiment lié à un pythium. Et là, c'est pareil, c'est l'aération. Quand tu sèmes des radis en semaine 2 qui fait -3 tous les matins, tu as tendance à laisser fermer et bah ça, c'est une erreur. Et tu as tendance à laisser le P17. Tu laisses le P17 sur un radis qui est en train de lever. Chez nous, ça marche pas. Donc, dès qu'il commence à lever, on enlève les P17 et on ouvre. Même s'il gèle la nuit, elle va juste se fermer la nuit. Mais le matin, dès qu'il y a un rayon de soleil, il faut que ça s'ouvre, il faut que ça ventile. Il ne faut pas que le pythium il puisse se développer. On avait déjà des serres entières comme ça de radis où il en manquait la moitié. Et après, avec le temps, tu comprends que c'est le climat. Forcément, le pythium il est dans le sol, mais si tu gères bien ton climat, il s'exprime pas. Je pense que sur une structure comme ça, c'est plus important de plutôt de gérer l'humidité que la température. Ah ouais, sûr. Faut pas vouloir gagner 3-4 jours de précocité. Il faut juste viser le côté sain. Et après, la précocité, tu l'auras quand même. Pas autant que si tu l'as tout le temps fermé, mais tu l'auras quand même plus que si tu es dehors. Donc le plus dur, c'est d'arriver à paramétrer le... Là, tout est géré avec un petit ordinateur de gestion climatique. Donc le plus dur, c'est d'arriver à paramétrer pour avoir les bonnes conditions, quoi. Donc au milieu, je sais pas si vous voyez, il y a une sonde qui, au milieu de la serre qui descend là. Là, c'est une sonde d'hygrométrie. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le premier facteur où il faut vraiment faire attention. Alors pour des cultures basses comme ça, pas trop humide, par contre sur du concombre, c'est tout l'inverse. Sur de l'aubergine ou sur du poivron, c'est tout l'inverse. Il faut plutôt maintenir sans abuser non plus, sinon après on a d'autres problèmes liés au botrytis, etc. Mais sur concombre, ma sonde, elle me sert à rester plutôt vers les 90% d'humidité que vers les 50 ou 60. Voilà. Oui, qui aime bien le... Ouais. Tropical. Donc là, les jeunes qui veulent se lancer dans la serre, le climat, c'est le premier truc à savoir. Il faut vraiment bien potasser ça, quoi. Suivant les cultures, le climat, il gère différemment, quoi. Après, vous pouvez mettre la variété que vous voulez. Si le climat n'est pas bien géré, ça marche pas. Hein. Comment tu fais maintenant pour remettre des rideaux ici entre les spécialistes les façades aussi? Non. Vous voyez pas d'intérêt? Si, il y en a un, mais c'est trop lourd à gérer. Puis c'est pas le système là, il va pas. Réellement, c'est pas. Franchement, si t'arroses pas trop souvent, tu perturbes pas tant que ça la culture d'à côté. De toute façon, en été, t'es en goutte à goutte. Enfin, il y a juste sur les concombres où je cloisonne. Juste sur les concombres. Ouais, parce qu'on fait une terre de concombre. Oui. Le maraîcher qui fait nous à la planche. C'est plus difficile, hein. C'est plus difficile, bah t'auras pas le même résultat. Je dis pas que c'est impossible, mais. Les concombres ils faisaient 7 mètres quand on les a enlevés. 7 mètres de long, hein. Voilà, faut. Comment? C'est vrai? Ouais, c'est bien. 13 mètres. La première série, hein. Qui débute. Tu fais qu'une seule série? Non, j'en fais 2. Mais la deuxième est toujours moins bien. Mais t'es sûr c'est pas... Je sais pas, On peut avancer un petit peu de l'autre côté, sinon on va vous montrer les serres où on avait encore les aubergines à côté.